Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour la journée d'obésité régionale. Soyez les bienvenus. Le thème est passionnant. Le thème qui sera développé cette année nous tient à cœur à nous tous, car la grossophobie, c'est un phénomène de société inquiétant et qui n'épargne personne. Est un combat perpétuel de toute personne vivant avec une obésité, et l'exposition aux préjugés et à la méchanceté gratuite peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont injustement victimes. Ils sont tous plus à risque de développer une dépression et des troubles de comportement alimentaire. Ils ont à risque d'être déscolarisés s'ils sont des enfants ou d'être désocialisés s'ils sont des adultes. Ils ont un risque d'avoir un suivi médical défaillant avec toutes les lourdes conséquences qui en découlent. C'est pour cette raison que combattre la grossophobie doit devenir une priorité pour la société entière, une priorité pour nous tous. Et je pense que l'éducation et la sensibilisation est nécessaire dès le plus jeune âge. Je laisse la parole aux autres intervenants. Et je vous remercie pour avoir eu l'honneur d'ouvrir les présentations de cet après-midi. Merci Loredana pour cette introduction. Je vais donc maintenant donner la parole à Madame Catherine Grangeard, qui est psychanalyste et psychosociologue, qui va donc faire une intervention au sujet de ce thème de la grossophobie. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me proposer de me joindre à vous. Pour certaines personnes, je vous retrouve puisque récemment à Tours, j'ai eu la chance de participer également à une réunion, un congrès, un colloque, je ne sais plus quel était exactement l'intitulé. Donc effectivement, je suis psychologue, je suis psychanalyste et j'ai une formation initiale de psychosociologue. Ce qui a vraiment une importance dans l'approche de la grossophobie. La grossophobie, comme son nom l'indique, il y a quelque chose d'une phobie, donc quelque chose de très individuel. Mais la grossophobie est d'abord et avant tout un phénomène social. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les gros dans une société? Voilà, c'est vraiment une question que nous allons creuser maintenant. Vous savez que le terme est entré dans le dictionnaire en 2018. C'est récent. Ça ne veut pas dire que le phénomène de grossophobie n'existe que depuis 5 ans, absolument pas. Ça veut dire qu'il a fallu de longues années pour que ce mot existe réellement dans un dictionnaire. Parce que quand on n'arrive pas à nommer les choses, on ajoute du malheur au monde, disait Albert Camus, et c'est tout à fait vrai. Pouvoir nommer cette grossophobie, c'est déjà reconnaître qu'elle existe. Nous allons maintenant la définir. Vous savez qu'une phobie, c'est quelque chose d'assez irrationnel. C'est quelque chose qui est un sentiment d'un danger, un sentiment, une angoisse. On peut avoir la phobie des araignées et ainsi craindre ces araignées. On peut avoir la phobie des gros dans une société. Pourquoi? Est-ce que ces gros sont une menace? Est-ce que, en tant que personne, nous avons à craindre quelque chose du fait qu'il y ait des personnes en obésité dans une société? Voilà, c'est vraiment cette question qui me préoccupe lorsque j'entends, lorsque je constate l'expression de la grossophobie. Alors cette expression, elle est large. Elle est aussi bien avec des mots qu'avec des regards. Lorsque vous faites des courses un samedi après-midi dans un supermarché, dans un hypermarché, enfin ça peut être un autre jour aussi, lorsque vous faites des courses et que vous voyez des regards,
à l'égard de personnes qui poussent des chariots parce qu'elles sont en obésité et les autres consommateurs se permettent de détailler ce qu'il y a dans le chariot, d'avoir un air réprobateur, ça s'appelle de la grossophobie. Lorsque vous entendez des critiques exprimées avec des mots à l'égard de personnes qui sont différentes par rapport à une norme qui serait une norme médicale de la bonne santé, déterminée par un IMC, puisqu'il y a un poids dit normal par un IMC, eh bien, nous avons quelques inquiétudes à avoir. La grossophobie s'exprime d'une manière sociale au travers d'un souci permanent du poids. Lorsque, au printemps, là bientôt, il va y avoir les marronniers dans les magazines, tous les médias vont reprendre le fait de se préparer pour aller à la plage, de perdre les quelques kilos qui se sont accumulés durant l'hiver pour ne pas montrer ces bourrelets absolument honteux. Tout ça, c'est de la grossophobie. Et nous intégrons, nous assimilons la grossophobie d'une manière complètement inconsciente. Il y a les moments où, en y réfléchissant, on s'en rend compte, mais il y a aussi tous ces moments où, sans même y faire attention, on est à se regarder dans son propre miroir. Quand je dis le « on », c'est des personnes qui n'ont pas de kilos de trop, comme celles qui ont des kilos de trop. Eh bien, nous regardons notre corps avec des critères qui ne sont pas ceux de la santé, avec des critères qui sont ceux de normes définies socialement de ce que doit être le corps, de ce qu'est la beauté. Et comme nous l'avons dit à Tours lorsqu'on s'est vu au colloque, la beauté est quelque chose qui est très différente selon les époques, selon les sociétés, selon les périodes et par ailleurs selon les vécus de chacun. C'est subjectif. Et c'est dans ce subjectif que va se glisser des éléments dont il faut absolument avoir conscience. Un certain nombre de TCA, de troubles du comportement alimentaire, sont fabriqués par la grossophobie ambiante. Et c'est là où réellement nous avons besoin, vous avez parlé d'éducation tout à l'heure en introduction de cette journée, eh bien c'est très important, l'éducation, ce que nous transmettons avec ces mots « fais attention ». Mais le corps médical est vraiment responsable, peut-être coupable aussi, vraiment responsable d'une transmission complètement inconsciente de « la santé va dépendre de l'IMC ». Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes en surpoids qui jamais ne deviendront obèses, et il y a des personnes en obésité qui ont des indicateurs biologiques qui sont tout à fait corrects. Donc, qu'il y ait une comorbidité, c'est un fait, c'est indéniable. Mais en revanche, faire attention, souligner en rouge, dès l'enfance, dans le carnet de santé, par les médecins, les infirmières scolaires, par tout un chacun, ça pose problème, ça pose question de cette fabrication d'obésité. Et c'est ça qui alimente la phobie. La phobie, elle existe comme étant un danger qui, même s'il n'est pas présent, crée une réelle angoisse à quelqu'un ou à une société. Lorsque nous avons des études qui montrent que l'obésité se développe, c'est un fait
c'est statistique. En revanche, qu'une personne X qui a des indicateurs développe la comorbidité, ça, ce n'est pas certain. Voilà, donc ça, c'est la première des choses que nous avons à intégrer. La deuxième, c'est quelque chose à quoi nous participons. Hein, quand je préfère vraiment toujours dire que ce qui est en notre pouvoir, nous allons essayer de le modifier. Parce que tenir des grands discours disant que la société devrait bouger, oui, on est d'accord. Mais comme nous faisons tous et toutes partie de cette société, en quoi mes propres attitudes vont avoir une influence sur la façon dont la société au sens large pense la question, et aujourd'hui celle qui nous réunit, qui est celle de la grossophobie. Eh bien, nous pouvons participer à cette diminution de grossophobie en nous-mêmes nous interrogeant sur la façon dont nous avons de transmettre, peut-être parfois à notre insu, certaines angoisses qui seraient les nôtres, eh bien, de ressembler à ce qui fait horreur. C'est très grave, ces propos. Est-ce que être gros fait horreur? Est-ce que dans notre société, le fait de devenir ou d'être gros est quelque chose qui est mal perçu? Réponse, oui. Ça fait horreur également à chaque personne qui se regarde dans le miroir en se pinçant l'abdomen, en se disant « Oh là là, ça va pas, je peux pas aller à la plage comme ça. » C'est de cela dont nous avons à prendre conscience parce que à notre corps défendant, nous sommes en train de transmettre quelque chose. Alors, je ne veux pas culpabiliser Pierre-Paul et Jacques, hein, ce n'est pas du tout le but que je cherche à atteindre. Je cherche juste à nous faire, à chacun, chacune présent ici, prendre conscience que nous sommes des organes de transmission de cette grossophobie. Et grâce à cette prise de conscience, faire des pas de côté, voir comment nous allons pouvoir nous décaler. Parfois, on regarde les gros relous qui expriment ouvertement des propos absolument discriminants. C'est plus facile lorsque c'est énorme que lorsque c'est insidieux. C'est de cela dont nous avons à prendre conscience. Je crois qu'ici, nous sommes convaincus que la grossophobie est un mal. Nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Alors, commençons par nous-mêmes. Commençons par cette petite interrogation sur nous-mêmes. Est-ce que nous pleurons lorsque nous changeons de taille de pantalon? Est-ce que, à l'égard de nos enfants, nous avons une petite inquiétude sur le fait qu'il ne faut pas avoir des goûts alimentaires trop gras, trop sucrés, parce que ça mène vers les conséquences qui ne sont pas bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, hein, mais j'interroge sur les comportements, même plus sur les attitudes. Vous savez, c'est sous-jacent au comportement. Les comportements, on peut encore les contrôler par une thérapie comportementale. Les attitudes, c'est vraiment autre chose puisque c'est beaucoup plus enfoui et souvent, avec de très bonnes intentions, on se retrouve à commettre des impairs. Nous avons, du fait de notre position, la possibilité de prendre conscience nous-mêmes et d'aider ensuite à ne pas avoir des comportements qui pourraient aller dans un sens de ségrégation, de discrimination. La discrimination, elle est très associée à la grossophobie. La discrimination, en soi, ce n'est pas un problème. Je peux discriminer les pommes, les poires, les oranges, les kiwis, les bananes.
pour faire une salade de fruits. Nous aimons la salade de fruits en règle générale. Pourtant, dans la société des humains, le fait de catégoriser à partir d'un seul critère mène trop souvent à une échelle de valeurs, à une domination des uns sur les autres et, du coup, à des discriminations et, en l'occurrence, parfois, à quelque chose de plus interne qui serait de l'ordre du rejet, y compris non réfléchi. Dans la discrimination, il y a, vous le savez, des lois qui interdisent la discrimination dans le monde du travail, qui interdisent des propos qui soient sexistes, racistes, antisémites. Il est très compliqué au niveau de l'obésité de punir une discrimination. Pourtant, on sait très bien que ça existe. On sait très bien, par exemple, dans le monde du travail, que pour une hôtesse d'accueil, la morphologie serait un critère de compétence. On sait très bien, parce que des études ont été faites, et j'en parle dans un de mes livres, je me fais un petit peu de pub là au passage, qu'une étude absolument incroyable a révélé que une majorité de femmes avaient répondu à la question « Préférez-vous vivre avec un gangster ou avec un gros ?» avaient répondu « Gangster », quand on sait quand même tout ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien, toutes ces grossophobies. Ce n'est pas rien et ça part de petites choses. Je vous l'ai dit, les regards. Nous avons plus l'habitude de faire attention aux mots prononcés. Les mots prononcés sont, par exemple, les surnoms dans les cours d'école. Baleine, c'est quand même pas flatteur. L'adjectif gros, qui va aller avec gros débile, gros abruti, etc., qui est toujours quelque chose qui aggrave le qualificatif. Lorsque nous employons des insultes, nous voyons que l'adjectif gros vient aggraver l'insulte. Donc, nous avons à réfléchir pourquoi. On dit rarement un maigre con. Non, ça n'existe pas, jamais. C'est quand même très intéressant de voir cette domination inconsciente que nous avons de certains critères physiques, de morphologie, et ça n'a échappé non plus à personne que les couturiers qui font les défilés de mode choisissent des mannequins extrêmement maigres parce que, soi-disant, ça met en valeur des vêtements. Or, tous les mouvements de body positive ont essayé d'imposer des mannequins beaucoup plus en rondeur. Et cette année, de nouveau, j'ai lu les articles sur la Fashion Week qui est en train de se dérouler actuellement. Eh bien, de nouveau, la maigreur serait redevenue un critère et on aurait de nouveau eu ce balancier. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans notre société et qui est alimenté de toutes parts. Du côté santé, on l'a déjà abordé puisque les comorbidités sont plus présentes avec l'obésité qu'au poids normal, mais on oublie quand même de dire que l'IMC a été modifié par des sociétés d'assurance aux États-Unis il y a à peu près 30-40 ans,
La date exacte m'échappe là à l'instant, c'est pour ça que je ne vous donne pas la date exacte. Mais on peut la retrouver très facilement, elle aussi, dans mes écrits. Pourquoi ensuite cet indice de masse corporelle, qui est un indice statistique, est-il devenu, statistique, ça veut dire pour les masses, est-il devenu un indice individuel utilisé dans les consultations médicales? Voilà, ça c'est une question, alors que beaucoup disent qu'il vaut mieux utiliser un mètre de couturière pour mesurer la taille, puisque ce serait autour des organes que la graisse serait le plus grave, la plus dangereuse. Il y a ces glissements que nous avons besoin d'interroger. Lorsque sur Internet ou bien au cours d'un programme télé, vous êtes tranquillement dans votre canapé en train de regarder la télé le soir, soudain, les programmes, les films s'interrompent sur certaines chaînes commerciales parce qu'il y a une publicité, parce qu'il y a des publicités, et au sein de ces publicités, il y en a une qui me heurte régulièrement. Je vais taire le nom de la marque. C'est pas la peine de lui faire de la publicité. Qui dit vous voulez perdre 10-12 kilos, pas de problème, le programme machin vous y aide. On ne vous demande pas si vous avez besoin de perdre ce poids, on ne vous demande pas si médicalement ça vous a été conseillé. On met une photo d'une personne avant, la même personne après la perte de X kilos, et cette personne témoigne de son grand bonheur. Sur Internet, vous avez, y compris des médecins, ce qui me rend dingue, des gens qui vendent des méthodes, des programmes. Ils ont changé le mot régime, puisque eux-mêmes le savent très bien depuis que l'ANSES a fait une étude en novembre 2010 prouvant que tous les régimes étaient problématiques. 95% aboutissaient à une prise de poids à 5 ans. Eh bien, ces médecins ont créé quelque chose qu'ils appellent pas régime, mais programme, d'un autre mot, pour faire perdre du poids, mais de nouveau à des personnes qui n'en auraient pas besoin pour des raisons médicales. Et ça repose sur quoi? Sur cette haine d'être rond. C'est la grossophobie qui est derrière ce business. C'est la grossophobie qui est entretenue par ce business. Vous voyez, c'est les deux, dans les deux sens. C'est un cercle vicieux. Parce qu'il y a de la grossophobie, il y a des programmes qui ne sont pas nécessaires, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a des programmes, il y a des prises de poids, et ça aggrave le sentiment qu'être gros est un problème, voire même pas gros, mais juste un peu enrobé. De nouveau, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que entre le plancher et le plafond d'une catégorie IMC, y compris la catégorie normale, vous avez 12 kilos d'écart. Mais le vécu que vous avez d'être bien comme il faut est tout à fait différent si vous êtes en plancher de poids de la catégorie X ou au plafond de la catégorie. Parce que, de nouveau, est valorisé le fait d'être mince, voire maigre. Vous le savez, les jeunes filles, surtout, sont encouragées à faire attention au moment de l'adolescence. Et ça,
les réseaux sociaux y participent, mais alors grandement. J'entendais aux infos à midi, là, aujourd'hui, que les enfants, savez-vous à quel âge les enfants utilisent les réseaux sociaux? 8 ans et demi. Et c'est extrêmement compliqué, disait le truc à la radio que j'ai entendu, de contrôler les âges parce qu'on ne veut pas que les réseaux sociaux puissent avoir accès aux données personnelles. Donc du coup, c'est une arme à double tranchant. Mais toujours est-il que lorsque la dernière mode, c'est d'avoir les joues extrêmement creusées, il y a même des opérations de chirurgie esthétique pour se faire creuser l'intérieur des joues, vous voyez à quel point on met dans les esprits des gamines, entre autres, hein, mais puisqu'aujourd'hui on parle de grossophobie, l'idée que pour être bien dans sa peau, il faut avoir les joues creuses, à un âge où justement on est encore enfant, on a encore la bouille. À l'adolescence, vous le savez très bien, les corps changent. Vous le savez très bien, l'entrée dans la sexualité est quelque chose d'inquiétant pour la plupart d'entre nous les humains. Parce que ça, c'est une période de transition, parce que quelque chose va nous introduire au rapport à l'autre, ce n'est plus au niveau des parents, parce que depuis toujours, l'être humain a comme souci le fait de se faire aimer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous arrivons non finis sur Terre. Nous arrivons dépendants de l'autre et donc de son amour. Parce que si notre entourage, papa, maman, ne s'occupe pas de nous, nous sommes en danger de mort réellement. Pendant des années, on ne sait pas se nourrir tout seul, on ne sait pas bouger tout seul, on ne sait pas mettre un pull si on a froid, l'enlever si on n'a pas, on ne sait pas avoir l'hygiène, on ne peut pas. Et donc, cette inscription au plus profond de nos entrailles du fait que nous sommes dépendants fait qu'on a besoin d'être aimé. Et si dans une société, on nous dit pour être aimé, faut être extrêmement mince. Si depuis toujours, à la télé, on voit des pubs pour perdre du poids, on ne vous dit pas, vous en avez besoin, j'insiste. Si depuis toujours, on entend des insultes à l'égard de personnes qui sont soi-disant trop grosses, vous assimilez fort bien qu'il n'y a pas de salut pour quiconque est en excès de poids. Et donc, vous introjectez en vous-même quelque chose qui vous fera peur de la prise de poids. Les moyens de lutte contre ça, c'est compliqué. Nous avons essayé, quand je dis nous, c'est le monde de la santé, a essayé auprès des ministres depuis des années d'interdire des publicités vantant les mérites des produits X, Y ou Z pour perdre du poids alors que des raisons médicales ne l'imposent pas. Nous avons essayé qu'au sein des programmes pour les enfants soient interdites les publicités pour des produits gras et sucrés. Vous savez très bien qu'on n'a pas réussi parce que les recettes publicitaires sont extrêmement importantes parce que la dénonciation du coût social de ce que l'excès de poids amène par rapport à l'immédiateté d'engranger des bénéfices, ça ne fait pas le poids. Alors c'est vrai que certains acquis ont eu lieu, mais il n'en demeure pas moins
que nous sommes toujours dans une société grossophobe et que de le dénoncer, parfois, nous met à mal parce qu'on nous soupçonne d'encourager l'obésité, qui serait le fléau planétaire. Moi, je crois que le plus gros fléau planétaire, c'est le manque de tolérance. Il me semble que ce n'est pas la différence qui pose problème, mais l'intolérance. Il me semble qu'au fin fond de chaque être humain, il y a quand même de l'intolérance. Au fin fond de chaque être humain, il y a quand même un désir de faire partie de nous par rapport à cet autre groupe, eux. Il y a une projection sur le bouc émissaire depuis tout temps, quelque chose qui nous permet de nous protéger de ce que nous n'aimons pas, y compris en nous-mêmes. Cette protection passe parfois par une projection à l'égard de certains. Le bouc émissaire, il porte des caractéristiques dont nous ne voulons pas en nous. C'est aussi une des raisons de la grossophobie. L'une des raisons de la grossophobie, c'est de projeter sur des groupes quelque chose qui pourrait nous mettre à mal. Alors, on va dire que les gros, ils sont gourmands. On va dire que les gros, ils sont dans le laisser-aller. Ils vont dire que les gros, ils sont faibles par rapport à leurs pulsions. Et tout ça, nous, on s'en protège en n'étant pas dans cette catégorie sur laquelle il est bon de taper. Tout ceci, dans la grossophobie, est une méthode pour ne pas être contaminé par certaines caractéristiques que nous leur attribuons. Nous ne disons pas qu'ils les ont, nous leur attribuons. Nous disons, ils sont faibles devant la tentation, mais est-ce que nous, on ne l'est pas? Il semblerait que non. Alors moi, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi tous les mois de mars, avril, il faut se remettre au régime pour aller à la plage. Si nous étions si courageux par rapport aux tentations, eh bien dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi chaque hiver, nous prendrions un petit peu de gras sur le ventre et les hanches. Je ne comprends pas. C'est bien parce qu'on se soupçonne soi-même de beaucoup de faiblesses qu'on a besoin d'attribuer à des groupes, à nous, tous ces défauts-là. C'est pour la grossophobie. C'est pour se protéger soi et accabler l'autre, en gros. Il y a dans ce mouvement, ce mécanisme, quelque chose de très humain. Ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça parce que moi, je ne fais pas partie de ça. Pour beaucoup d'entre nous, enfin pour beaucoup, j'en sais rien, mais pour certains d'entre nous, il y a, je me souviens en tous les cas, d'un poème durant la Seconde Guerre mondiale, et j'espère bien pas la deuxième, durant la Seconde Guerre mondiale, un pasteur qui disait, en gros, ils se sont attaqués aux communistes, disons. Je n'étais pas communiste, alors je m'en suis pas occupée. Je me suis attaquée aux ceci, cela, je n'étais pas ceci, cela, alors je ne m'en suis pas occupée. Et finalement, la grossophobie, c'est la même chose. Puisque moi, la majeure partie des gens ne sont pas en obésité tout de même, même si on dit qu'il y en a trop, ben, ça ne me concerne pas. Et puis, quelque part, une grande majorité de gens vont vous dire « Mais oui, mais ils sont quand même responsables. » Parce que
c'est bien par l'alimentation et le manque de sport ou d'activité physique que l'on devient gros. Vous avez entendu, tout comme moi, plein de gens qui ont des propos qu'ils n'oseraient pas avoir sur d'autres groupes. Si nous avons besoin de rappeler ça aujourd'hui, et je regarde l'heure pour m'arrêter là maintenant, si nous avons besoin de rappeler tout ça, je trouve ça extrêmement attristant. Soit je suis d'une humeur très pessimiste aujourd'hui, soit ça l'est, tout simplement, ça l'est. Si ce terme est rentré en 2018 dans le dictionnaire, c'est bien, parce que depuis de longues années, beaucoup de personnes étaient inquiètes. Voilà, je vous laisse les questions désormais. Merci Madame Grandjard pour ce topo vraiment très intéressant et votre analyse est toujours très pertinente. C'était vraiment très très bien, merci beaucoup. Est-ce que certains ont des questions à poser? Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Donc, il faut que vous leviez la main en appuyant sur le petit onglet réaction qui est tout en bas de l'écran. Je ne sais pas si certains ont des questions. En attendant, moi, je voulais vous demander par rapport à la grossophobie, parce qu'effectivement, on voit que c'est quand même assez sociétal. Et je suppose que dans d'autres sociétés, notamment qui sont peut-être moins dans ce qu'on appelle les pays développés, il n'y a pas cet aspect, ou tout du moins qui est moins marqué, de cette connotation négative de l'apparence physique du sujet de la personne en surpoids ou en obésité. Est-ce que à travers tous vos travaux et les lectures que vous avez eues, vous avez des choses à nous apporter par rapport à ça, parce que c'est intéressant de se dire que ben non, cette apparence-là n'est pas toujours associée à quelque chose de négatif. Absolument, absolument. Selon les époques, ici, nous, vous allez au Louvre et vous voyez bien que les tableaux ne présentent pas des femmes maigres, d'accord? Et puis, alors, on sait très très bien qu'en Afrique, que ce soit au Maghreb ou plus bas, les femmes ont plus de valeur lorsqu'elles sont rondes, parce qu'il y a quelque chose qui témoigne d'une possibilité de fécondité très importante. Nous, dans notre société, il y a l'inverse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, la grossophobie est quelque chose qui dépend d'une société, d'une époque. Et donc, lorsque vous avez mis en valeur, comme nous l'avons dans les magazines, dans les défilés de mode, la maigreur, ça introduit la peur de s'éloigner de ce qui est aujourd'hui l'étalon beauté, principalement pour les femmes. Nous avons acquis un certain nombre de droits, etc. Et tant mieux, bien évidemment. En revanche, il y a une sorte de corset mental dont on ne s'est pas encore libéré, et le nous étant, à l'aube du 8 mars, vraiment très important à réfléchir grâce finalement à la grossophobie. Parce que la grossophobie montre à quel point les critères beauté dominent dans notre société et fabriquent des problèmes de santé. Alors, l'obésité ne dépend pas que de cela, mais dépend aussi de cela. Nous avons besoin aujourd'hui de le mettre en valeur afin qu'on y réfléchisse et que de nouveau, sur les podiums, il y ait de plus en plus de tout type de profil et de morphologie. On peut faire
un parallèle avec l'âge. Vous savez très bien qu'une comédienne à partir de 45 ans, elle est à out, c'est fini pour elle d'être dans la catégorie femme désirable. Donc là, on a une réflexion à avoir sur la définition de ce qu'est la désirabilité de nos jours dans notre société. Je précise dans notre société, hein, parce qu'évidemment, nous savons qu'une des résistances à la perte de poids, parmi les gens qui vivent en France, c'est que justement des femmes du Maghreb vont nous dire mais nous, on ne veut pas devenir aussi mince. Nous, on ne veut pas, on serait maigrichonne et on aurait l'impression, quand on rentre l'été au bled, d'être pauvre. Alors que chez nous, c'est l'inverse, les catégories sociales, les CSP+, sont très minces. Alors, est-ce que, c'est une hypothèse probable d'ailleurs, que plus il y a dans une société de gens qui sont en obésité, plus les catégories sociales vont, elles, développer une contre-culture pour ne pas faire partie de la grande masse. Et il est vrai aussi, tout simplement, que la calorie maigre est plus chère que la calorie grasse et que donc il y a aussi des raisons non seulement culturelles, comme on vient de le dire, mais également économiques, bien sûr. Merci pour ces précisions. Hein. C'est vrai que c'est vraiment très important et c'est vrai que le regard, notamment sur les femmes, est assez prépondérant hein, sur ce sujet-là. Nous avons une question de la part d'une infirmière scolaire qui aimerait avoir des conseils par rapport aux enfants en surpoids, que conseiller ou ne pas conseiller. En tant qu'infirmière scolaire aux enfants en surpoids, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'elles sont en première ligne, on va dire. Donc, savoir un petit peu comment aborder ce sujet. Oui, là, je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement, dans le domaine de la prévention, il y a fort à faire. Ça dépend. Encore une fois, c'est très différent. Si un enfant prend 10 kilos en un rien de temps, en quelques mois, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, dans la vie de cet enfant, va provoquer un refuge vers la nourriture? Vous entendez le mot bonbon? C'est pas mauvais, hein? Alors, je sais pas vous, mais moi, quand ça va pas, j'aime bien manger un petit peu de chocolat, un petit peu de douceur, hein? Donc, qu'est-ce qu'il vit cet enfant s'il prend, ou une femme ou un homme, hein, il n'y a pas que les enfants, beaucoup de kilos en un rien de temps, c'est qu'il vit quelque chose de difficile, j'en suis sûre. Alors, auquel cas, c'est moins au niveau de l'alimentaire que je vous propose d'aller creuser que, mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que tu traverses? Et il y a des secrets parfois qu'on ne veut pas dire. Vous savez, quand on dit qu'il y a 10% d'enfants qui vivent l'inceste, ça veut dire que dans les classes de 30 élèves, vous faites le calcul, 3. Alors, il se peut que ces gosses-là manifestent par leur corps quelque chose qui va être très compliqué à être exprimé par les mots. Nous savons, dans le monde scolaire, dans le monde de l'éducation, beaucoup de choses sur les enfants, mais pas simplement les infirmières, le prof de français, la maîtresse, le prof de sport, etc., etc. Et c'est là où le mot de communauté scolaire a toute son importance. Je crois que la communauté scolaire pourrait s'intéresser à l'enfant, pas simplement à l'élève. Et moi, j'adore les enseignants. J'adore l'école en général. Donc, vous voyez, c'est pas pour vous jeter la pierre, c'est pas du tout ça. C'est pour dire que là, on a un travail extrêmement important à faire d'une façon pluridisciplinaire, comme dans le monde de la santé, bien sûr. Nous avons besoin d'avoir avec les enfants une approche qui ne soit pas simplement centrée sur le corps. Parce que la prévention de la santé, c'est en termes global. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble.
Si quelqu'un est malheureux, je vous le redis, nous allons chercher les petites douceurs. Si quelqu'un s'affame, j'ai tout le temps des élèves, des enfants qui me disent bah, à l'école, je mange pas grand-chose. Je dis à mes parents que j'ai trop mangé à midi et du coup, le soir, j'essaie de pas manger. Jusqu'au moment où les parents se rendent compte qu'il y a une perte de poids. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'est passé, par exemple, qu'il y avait beaucoup de moqueries. Vous voyez ça, à l'école, on s'en rend compte peut-être. Le harcèlement, c'est quelque chose qui va avec la grossophobie. Et quel que soit le bout par lequel on le prend, on arrive au même résultat, qui est que dans cette communauté scolaire, et pas vous seulement l'infirmière scolaire, vous avez beaucoup d'importance pour cette prévention globale. Merci Madame Grangeard de toutes vos explications. Merci pour ce topo qui était vraiment très intéressant. Comme l'a rappelé Dr Walker, on conseille vivement à tout le monde de lire votre ouvrage Comprendre l'obésité. Oui, je vous le conseille également. C'est sympa à lire parce que je développe quelques cas. Et du coup, par exemple, il y a un gamin, il s'appelle Lucas, il arrive dans mon bureau et il dit « Bonjour, j'ai 10 ans, je ne suis pas heureux ». Et c'est à partir de ça que le travail se fait. Et donc, si l'éclairage, cas par cas, j'ai envie de dire, vous aide, c'est le but du bouquin.